Je m'appelle donc René Lebat, je suis agriculteur sur la commune de Ploney-les-Porzay, sur le bassin versant de la baie de Douarnenez. Je suis marié, papa de grands enfants. Pascal Floglet, je suis productrice de lait en conventionnel sur la commune de Ploney-les-Porzay. J'ai 75 vaches laitières et nous travaillons sur une exploitation familiale. J'ai repris il y a 20 ans après mes parents et mon conjoint m'a rejoint il y a 10 ans. Donc, je m'appelle Mathilde Guéguin, j'ai 30 ans. Je suis installée sur la commune de Douarnenez. Le siège de l'exploitation est à moins d'un kilomètre de la mer. Donc j'ai repris l'exploitation de mes parents qui étaient en vaches laitières plus pommes de terre. Et donc moi j'ai repris en vache allaitante, donc en vache à viande, en limousine. Et j'ai conservé l'activité de pommes de terre également en vente directe. Donc j'ai une quarantaine d'hectares. Qui sont en MAE, donc en mesure agroécologique et environnementale. Donc mon troupeau de limousine est alimenté exclusivement d'herbes et de céréales, donc autoproduites sur exploitation. Donc je suis producteur de lait depuis 1985 sur cette exploitation de Kerskau. Donc grosso modo, j'entretenais 60-70 vaches pour un quota de pratiquement 500 000 litres de lait. Aujourd'hui, donc, je suis peut-être en réduction d'effectifs du fait que je serai bientôt aussi en retraite. Je traite grosso modo une quarantaine de vaches. Voilà. Et tout ça dans une agriculture conventionnelle avec de l'herbe pour la majorité et du maïs en complémentation pour les rations hivernales. Depuis donc une réglementation beaucoup plus restrictive, on voit bien, et les efforts qui ont été faits par le monde agricole, on voit bien qu'on a réduit de moitié les taux de nitrate dans les ruisseaux, et ça en l'espace de 10-15 ans, ce qui fait que l'effort a été énormément conséquent. Ouais. Dans les années 70-80, c'était une agriculture basée uniquement sur la production, sur le productivisme, sans qu'on se formalise comment dirais-je, de l'environnement. Entre peut-être le début d'exploitation de mes parents et maintenant, oui, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau environnemental. Après, quand j'ai repris l'exploitation, on était déjà dans cette démarche de raisonner. Et du coup, là, peut-être que effectivement, c'est accentué par mon installation et par la volonté d'être de plus en plus raisonné et de limiter un maximum les intrants. Alors concrètement, forcément, on suit cette réglementation restrictive, on suit nos cahiers de fertilisation, on fait très attention à la proximité de nos ruisseaux, on n'épand plus, ni engrais, ni phyto, on fait quand même très attention, quoi. Il y a deux types d'agriculture. Nous on est allé vers un système plus pâturant, c'est-à-dire qu'on a augmenté la part d'herbe pour nos animaux, et d'autres, s'ils n'ont pas eu la possibilité, ils ont intensifié, ils ont plus d'élevage en bâtiment. Pourquoi nous avons choisi l'herbe? Parce qu'on était plutôt quelque part passionnés par l'herbe. On peut pâturer toute l'année, c'est-à-dire que tous nos animaux peuvent, avec un troupeau moyen comme nous, on peut sortir nos animaux tous les jours de l'année. Ça va de 12 heures jusqu'à 2-3 heures en hiver. Donc au niveau santé animale, c'est plus facile à gérer. Il y a moins de problèmes, on a très peu de problèmes vétérinaires. Et après, donc on gère, on avance 2 fois par jour le fil. Et le coût de revient d'un plat d'herbe, d'une assiette d'herbe, est 4 fois moins cher que d'un plat maïs. À partir du moment où le prix était bas, le prix du litre de lait est bas, le repas herbe est aussi économiquement plus avantageux. Quand c'est des plats maïs, il faut mettre en face du correcteur azoté. Ça peut être du soja, ça peut être du colza. C'est un coût. Donc nous on est en complémentarité herbe-maïs, mais certaines périodes de l'année, les vaches, comme là maintenant, elles sont essentiellement à 90% herbe.
et le maïs vient complémenter. On essaye d'être autonome et d'utiliser au minimum les tourteaux de soja et de colza. L'exploitation est en conventionnel et sur les pommes de terre, je n'utilise aucun produit de synthèse, tout en mécanique, donc des herbages mécaniques, des fanages mécaniques également, sans anti-germes. Donc sur les 40 hectares, j'ai plus de 80% en herbe. C'est une volonté de ma part de partir dans ce créneau, même si je reste en conventionnel, j'ai quand même l'envie d'être dans une agriculture raisonnée en limitant les intrants. Alors moi j'avais un souci, c'est que je vais bientôt prendre ma retraite. Donc je me posais la question sur le devenir des zones qui ne sont pas excessivement productives. Ce sont nos fonds de vallée, nos zones humides. Et ces zones humides donc, à risque demain d'être abandonnées par l'agriculture, du fait qu'il y avait les bovins qui pouvaient entretenir ces lieux-là. Et donc ces zones-là seront abandonnées par l'agriculture, mais aussi pour l'environnement. Parce qu'elles ont un rôle essentiel, ces zones humides. Forcément, elles régulent les flux dans nos ruisseaux. Donc en hiver, elles vont absorber l'eau. Et en été, elles vont aussi le restituer au ruisseau. Ce qui permet d'avoir aussi de maintenir une vie aquatique, quoi. Donc c'est relativement simple, une zone humide c'est une éponge. Quand il y a donc en été il y a des hautes pressions, ça appuie sur l'éponge et ça restitue au ruisseau, c'est aussi banal que ça, quoi. Après il y a une fonction qui me paraît essentielle, c'est la fonction épuratoire d'une zone humide. Ces zones humides vont capter les éléments contenus dans les eaux de ruissellement. Alors les éléments minéraux, que ce soit les nitrates, le phosphore, les matières organiques, la bactério. Et nos anciens connaissaient déjà bien cette capacité épuratoire et souvent donc noyaient les prairies au printemps pour que ces prairies captent les limons et permettent d'avoir aussi une récolte de foin conséquente, quoi. Aujourd'hui, on a simplement l'héritage d'un remembrement d'il y a une cinquantaine d'années, avec des ruisseaux qui sont extrêmement profonds, qui sont rectilignes, qui ressemblent plus à des caniveaux qu'à des ruisseaux. On a quelques vieux sols qui n'ont plus de fonction, non plus de pont pour les éléments minéraux. Honnêtement, c'est plutôt un état de catastrophe naturelle. Ouais. Donc il faut absolument, pour réduire de façon drastique les nitrates dans nos eaux de surface, il faut absolument restaurer ces zones humides. Ouais. On sait très bien que n'importe comment, on arrivera à un seuil avec la réglementation et on ne descendra pas en dessous. On aura ce fameux plancher de verre. Et pour aller au-delà, il n'y a que la solution de la zone humide qui, pour moi, me paraît intéressante. Oui, je pense que dans toutes les exploitations, aujourd'hui, on a des zones humides qui sont abandonnées. Qui sont abandonnées pour l'environnement. J'ai été obligée de faire une mise aux normes. Donc j'ai fait un nouveau bâtiment adapté au nombre d'animaux que j'avais. J'ai fait une nouvelle fosse pour stocker les déjections pendant 6 mois. J'ai beaucoup de terrain en pente, j'ai 35 hectares plutôt en pente, qui convient justement à l'élevage laitier. On vient de faire là, il y a un an, on vient de mettre en place des talus et des haies. Donc les talus ont été faits cet hiver en 2020-2021. Et c'est des talus, une partie des talus existait dans les années 60, ils ont tous été avec le remembrement qui était mis en place dans le coin. Tous les talus avaient été rasés. Et là on a fait des talus avec des parcelles où les vaches viennent pâturer et où nous on peut passer aussi et avoir un travail correct avec. On a fait des parcelles de 2-3 hectares. Le fait de construire des talus nous permet de réguler l'eau. Et les fuites d'azote aussi.
Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Les haies, aujourd'hui, elles sont petites encore, mais dans quelques années, avec le réchauffement climatique et les étés de plus en plus chauds, ça protège les troupeaux et même les cultures du dessèchement. On voit justement au mois de novembre, décembre, quand il y a beaucoup de pluie, l'eau est stoppée, l'eau de ruissellement elle est stoppée au fond du talus et après elle est infiltrée dans le sol. J'ai un parcellaire qui est composé de petites parcelles, donc sur 40 hectares, j'ai à peu près j'ai quasiment 35 parcelles. Donc ça fait que j'ai beaucoup de talus, beaucoup de haies. J'ai quasiment 12 km de haies sur toute l'exploitation. Donc c'est vrai que je pense qu'au niveau biodiversité, on est dans un bon contexte. Alors par contre, oui, c'est sûr que c'est du boulot à faire les clôtures, donc c'est beaucoup de temps en clôture. On a mis en place des abreuvoirs qui permettent de récupérer l'eau des ruisseaux, mais sans que les animaux aient accès direct aux ruisseaux, donc ce qui évite que les animaux traversent les ruisseaux ou fassent leur déjection dans le ruisseau. On a mis en place ça. Ensuite, on limite quand même l'apport, on essaye de limiter l'apport d'engrais organiques par la mise en place de mélanges au niveau d'espèces pour les prairies. Donc je fais des mélanges à l'implantation d'une prairie. Je ne mets pas uniquement des graminées, mais je mets également des légumineuses, du trèfle, différentes variétés de trèfle. Donc on implante des prairies multi-espèces qui permettent d'apporter, donc on a des espèces dans ces prairies-là, dans ces mélanges, qui permettent d'apporter de l'azote aux graminées. Donc il y a des complémentarités entre les espèces qui fait qu'on diminue également on peut diminuer l'apport d'azote. Il y a ça. Ensuite, moi j'ai mis en place le pâturage dynamique, donc avec fil avant et fil arrière. Donc tous les 2 fois par jour, mes animaux ont de la nouvelle pâture, ce qui évite que les animaux restent trop longtemps trop de jours sur une même parcelle. Donc ça permet également de répartir mieux les déjections et de pas qu'elles restent stagnées sur un endroit. Les obstacles qui empêchent les agriculteurs à évoluer dans leurs pratiques, ils sont quand même de plusieurs ordres. Il y a d'abord l'aspect humain. Il faut savoir aussi que la moitié des producteurs de lait, que c'est ma partie que je connais le mieux, ont plus de 50 ans aujourd'hui, ont des systèmes d'exploitation relativement bien calés, veulent sans doute pas non plus changer forcément leurs pratiques. Mais non, il y a aussi des aspects techniques. On sait très bien qu'en agriculture, si on modifie des paramètres d'exploitation, il faut déplacer tous les curseurs techniques. Donc ça demande du temps, de la maîtrise. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est aussi financier. Aujourd'hui, on demande aux agriculteurs de faire des efforts, sachant que nos prix n'ont pas évolué depuis une trentaine d'années. On a les prix d'il y a 30 ans, les charges d'aujourd'hui, plus les contraintes. Je trouve qu'on demande quand même énormément aux paysans. Pourquoi nous ne sommes pas passés en bio? Parce qu'on était sur un cycle trop court. On a beaucoup d'investissements parce qu'on s'est installé tard et mon conjoint s'est installé il y a 10 ans. Donc nous, quand on commence à s'installer, on a acheté du foncier à un prix cher, à un prix du marché déjà. Et avant que ça soit rentabilisé, le bio, pour faire sa transition en bio, il faut avoir une sécurité financière déjà. Donc c'est pas en claquant des doigts, c'est un travail de moyen terme et de long terme. Donc nous on arrive vers le bout du chemin, dans quelques années on pourrait passer en bio avec sérénité. Il faut passer en bio avec sérénité, on peut avoir des convictions en bio, mais il faut pouvoir l'assumer financièrement aussi. Ce qui n'était pas possible avec les 2 conjoints installés sur une exploitation agricole et avec une famille. Il faut vivre. Le conventionnel, c'est pas un gros mot non plus, c'est quelque chose c'est un travail raisonné mais on n'est pas maître du prix. Et le prix aujourd'hui est très volatile et bas, volatile dans le bas, quoi.
suis pas passée en bio, ça viendra peut-être dans les années à venir. Comme là je suis installée uniquement depuis 1 an et demi. J'ai pas voulu prendre le risque tout de suite car c'est un changement quand même de stratégie. En plus de ça, j'ai une nouvelle production sur l'exploitation. Mes parents étaient en lait, moi je suis passée en vache allaitante. Donc ça faisait beaucoup de changements à faire en même temps et un risque supplémentaire en plus de l'installation. Sachant qu'aujourd'hui je travaille également à l'extérieur, le temps de consolider mon installation. Comme là je suis en création de troupeaux, j'ai pas encore mon effectif d'animaux qui me permet de vivre 100% de l'exploitation. Certains agriculteurs ont mis en place des talus, ont maximisé leur exploitation en herbe. D'autres comme moi ont restauré des zones humides. Ouais. Je pense qu'il y a comment dirais-je, une dynamique qui s'est installée.